Voilà qui rattrape en partie l'épisode précédent. L'épisode ne se centre sur personne en particulier, mais le flashback par contre se centre sur le capitaine Crochet. C'est quelque temps avant la malédiction lancée par la méchante reine, et on ne sait comment, a découvert que elle gardait enfermée Belle, et il a décidé de venir la libérer pour essayer de se servir d'elle pour trouver une faiblesse à Rumpelstiltskin. Et elle peut rien lui apporter, donc il en fait rien. Ok, juste un truc, parce que apparemment tout le monde sait que Belle est en vie et gardée par Regina, sauf Rumpelstiltskin. Il y a un truc qui m'échappe là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce délire? Ok, tout le monde sait qu'elle est en vie. Jefferson il savait qu'elle était en vie. Le Crochet il savait qu'elle était en vie. Qui ne sait pas qu'elle est en vie en fait? La question que je me pose. Donc ouais, en plus il sait qu'elle est en vie, qu'elle représente quelque chose d'important pour Rumpelstiltskin, et je me pose la question un peu naturelle de pourquoi, comment ça se fait. Excusez-moi d'insister là-dessus, c'était pareil pour Jefferson. Pour moi, c'est pas un truc qu'on peut balancer comme ça en disant ok, c'est pas grave, il le sait, c'est tout. Pour moi, c'est important de comprendre comment il a pu savoir ça, quoi. C'est pas quelque chose qui est censé venir comme ça. Enfin bon, c'est juste histoire de dire, on va pas non plus passer 2 heures là-dessus. Il est donc repéré par Regina, qui lui promet donc sa vengeance. C'est-à-dire que quand ils seront envoyés dans notre monde à nous, Rumpelstiltskin n'aura plus ses pouvoirs et donc il pourra le tuer. Mais pour ça, elle désire qu'il aille tuer sa mère, qui est donc piégée à nouveau dans cette dimension particulière dans laquelle elle l'a envoyée. Et apparemment, quand elle lancera la malédiction, ça aspirera également tous ceux qui sont pris dans cette dimension. Parce que ta gueule, c'est magique. Je croyais qu'elle avait pris Jefferson en particulier, elle l'avait tiré de là, parce qu'elle pouvait lui trouver une certaine utilité. Mais apparemment, non. En fait, j'en viens même à me demander, parce que là, justement, la dimension en question, c'est le monde, le pays imaginaire. Et elle arrive très bien à y aller toute seule. Enfin, elle arrive très bien à faire marcher le chapeau sans problème, après l'avoir laissé là-bas, Jefferson. Donc pourquoi, dans le fameux épisode 21 de la saison 1, où elle a demandé son aide, pourquoi elle avait spécifiquement besoin de demander son aide si elle pouvait se servir toute seule du chapeau, ou bien il y avait certaines subtilités qu'elle n'avait pas bien comprises. Voilà, je vais me plaindre sur ça parce que, bon, il y a d'autres autres trucs aussi à redire, mais c'est pas non plus horrible ou quoi que ce soit, mais c'est un départ un peu moyen sur le principe. Enfin bon, notre ami Crochet se rend donc dans le pays imaginaire pour tuer Cora, qui s'avère être la reine de cœur. Alors, je ne sais pas si c'était prévu dès la saison 1, mais la reine de cœur avait cette espèce de masque très particulier qui lui couvrait le visage, donc on ne savait pas du tout à quoi elle ressemblait. Donc c'était... je sais pas si c'était un mystère bien amené ou s'ils se sont dit ah tiens, on n'a pas vu ce personnage, on va peut-être faire en sorte que c'est Cora. Je sais pas, j'ai pas l'impression dans la saison 1 qu'ils tenaient absolument à faire de Cora une espèce de grande méchante. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, hein, personnellement. Mais bon, pour ce que c'est, même si ça donne pas forcément l'impression d'avoir été parfaitement instauré, je trouvais que c'était bien fait et que ça reprenait de façon tout à fait correcte ce qui était vu avant. D'ailleurs, ça va être la grande qualité de cet épisode, ça reprend de façon très acceptable pas mal d'éléments qui ont été instaurés avant. Donc ça, j'avoue que c'était bien fichu ça. Donc voilà, il essaye de tuer Cora, mais ça marche pas, et cette fois-ci, les rôles sont inversés. Cora veut que Crochet fasse croire qu'elle est morte à Regina pour qu'elle puisse la tuer par surprise. Ok, Regina qui ne vérifie même pas si sa mère est bel et bien morte quand Crochet lui apporte. Je veux dire, elle s'est lancée une espèce de sort particulier parce que, mine de rien, juste après que Cora lui a adressé la parole, elle se relève comme si de rien n'était, elle a tout attendu, elle a aucun problème pour se relever ou quoi que ce soit.
Je sais pas quoi, elle a pas fait gaffe. Ah, votre mère, la voilà, elle est morte. Je vous crois sur parole. C'est... Mais, détail, c'est pas grave. Et sur son lit de mort, Regina dit à Cora, je ne peux pas t'emmener dans notre monde avec moi, parce que tu représenterais une faiblesse pour moi, parce que je t'aime encore. Ok, elle aime sa mère. Et encore, la façon dont c'est montré, je sais pas trop, est-ce que c'est une espèce d'amour dont elle a honte, qu'elle n'arrive pas à réprimer ou quoi que ce soit, parce que je veux dire, à sa place, la seule chose que je ressentirais pour ma mère, c'est du mépris et de la haine, vu tout ce qu'elle a apporté. Cette scène est un peu bizarre, j'espère qu'il la développera un peu plus, qui jouera un peu plus là-dessus dans de futures scènes, quand Cora et Regina se retrouveront, parce que sur le coup, ça m'a paru un petit peu difficilement crédible. Ouais, t'es la seule chose qui reste que j'aime, ma mère, c'est pour ça que je veux pas t'emmener avec moi. Ouais. Et puis honnêtement, tu pouvais pas faire en sorte que ça puisse pas emmener telle dimension, je ne sais quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi ça devait absolument emporter la dimension du pays imaginaire, etc., etc. Enfin bon, suite à ça, donc Cora qui a entendu ça est un peu touchée par ce qu'elle vient de dire et elle se dit non, je vais pas la tuer, je vais faire un peu autre chose et je vais plutôt faire en sorte que moi et Crochet on va ne pas être pris dans la malédiction. Elle va créer une espèce de barrière et apparemment c'est sa grande barrière qu'elle a créée qui aura englobé plusieurs autres toute une zone et c'est tous les gens de cette zone-là qui au final n'auront pas été touchés par la malédiction, j'imagine. Ça doit être ça et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été amenées dans le pays, dans notre monde à nous. Ok, donc ça c'est bien, ça s'est recollé, c'était bien fichu. Et donc, elle a décidé en faisant ça de retourner à Storybrooke parce qu'elle pensera que à ce moment-là, elle sera ce dont sa fille aura besoin et elle pourra être importante pour elle à ce moment-là. C'est une relation amour très complexe, amour mère-fille très complexe là-dedans qui a un peu de mal à me convaincre au début, je ne vous le cache pas, mais qui a de quoi promettre si c'est bien géré par la suite. Donc je suis je suis sur mes gardes, mais je pense que ça pourrait faire quelque chose de bien. Bref, dans le présent, dans notre monde, Regina et surtout Rumpelstiltskin sont inquiets que Emma et Marie-Margaret, ou Blanche-Neige plutôt, ne soient pas celles qui sortent par le portail. Et Rumpelstiltskin décide de parer à tous les problèmes en disant on va poser un piège sur le portail qui se trouve dans le puits, le fameux puits qu'on avait vu à la fin de l'épisode 22 qui a ramené la magie, etc. Ils essayent d'en faire une espèce de d'épicentre de la magie, en gros j'imagine, dans Storybrooke. Je veux dire, pourquoi pas. Et ils décident donc de poser ce piège, comme quoi toutes les personnes qui passeront seront tuées. Voilà, elles mourront directement. Histoire de ne pas prendre de risques. Ce qui tiraille un peu Regina parce qu'elle veut faire plaisir à son fils. Je reviendrai là-dessus, mais elle finit par être d'accord en se disant ok, c'est un peu gay, en suivant un petit peu ce que Rumpelstiltskin a dit, c'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant pour elle. Si c'est Cora, on a évité une catastrophe. Si c'est Emma et Blanche-Neige qui meurent, ben, elle sera contente, elle sera la seule mère pour son fils disponible. Voilà, elle est un peu pris là-dedans, mais au bout d'un moment, Henry finit par se rendre compte de ça, parce qu'ils ont besoin d'utiliser de la poudre de fée dans les mines. J'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Il y a des cristaux de poudre de fée que... Est-ce qu'ils les ont utilisés à un moment donné, les cristaux, pour faire de la poudre de fée? C'est pas parce que le chapeau a été cramé que tout d'un coup vous pouvez plus rien en faire. Vous auriez quand même pu faire de la poudre de fée pour d'autres choses au cas où. Ou alors c'est d'autres cristaux que vous aviez découverts à un certain moment. J'espère que la fée bleue et les bonnes sœurs de notre monde ont de la poudre de fée en stock.
Parce que pour moi, sinon, c'est un petit peu bizarre, quoi. Enfin bon, Rumpelstiltskin a piqué la poussière de fée, et il a fait son truc là, ça a alerté un peu tout le monde. Henry est venu pour empêcher Regina d'aller jusqu'au bout de ça, et elle a fini par être convaincue et par par virer le piège. Voilà, donc ça c'est tout ce qui se passe dans notre monde. Pendant ce temps-là, ce qui se passe dans le monde des contes de fées, c'est que Emma, Blanche-Neige, Mulan et Aurore se rendent à la prison de Rumpelstiltskin où il aurait conservé cette espèce d'encre magique qui permettra de battre la mère de Regina, Cora. Et le truc, c'est que dès lors qu'ils entrent, paf, Cora arrive, elle force Aurore à fermer la prison. Voilà, donc c'était la contribution du fait qu'elle possédait son cœur. Parce que honnêtement, ça ne sert à rien d'autre. Enfin non, si, ça a été utile par rapport au fait qu'elle a pu entendre ce qui s'était dit. Ok. Mais là, je sais pas, l'espèce de petit revirement, le fait que Aurore se sente mal d'avoir aidé la méchante, alors qu'en fait, je sais pas, Cora aurait pas facilement pu fermer la prison elle-même à la place d'Aurore et ça aurait été la même, quoi. C'est le petit truc, je trouve que ça aurait pu être un peu mieux exploité le cœur d'Aurore possédé par Cora. Enfin bon, c'est histoire de dire. Donc elle les a enfermés, elle leur pique la boussole et elle s'apprête à ouvrir le portail dans le fameux lac qui peut restaurer ce qui a été perdu, qu'on avait vu avant, qui était censé être asséché. Mais en fait non, il était juste enfui sous terre et Cora a réussi à le faire remonter. Donc j'imagine que l'épisode où le prince a voulu soigner sa mère, ils auraient pu creuser un peu profondément pour pouvoir soigner les deux filles. Et donc, elle aurait pu ne pas crever, sa mère, s'ils avaient réfléchi un peu plus. Histoire de dire. mais bon, il utilise le lac pour restaurer un petit peu pour restaurer les cendres de l'armoire, ce qui crée un passage vers le monde, notre monde à nous, qui apparemment peut accueillir autant de gens que possible. C'est bizarre qu'ils n'y aient pas pensé à ça avant, quoi. Les faits sont pas très calés niveau magie, je trouve. Si on pouvait faire ce genre de truc pour permettre à beaucoup plus de personnes de partir du monde des contes de fées pour pouvoir échapper à la malédiction, je trouve ça bizarre qu'elle n'y ait pas pensé. Histoire de dire, hein, ça sent les trucs qu'ils ajoutent un peu au fur et à mesure, hein, les espèces de règles magiques qu'ils ajoutent au fur et à mesure, là. Et donc, pendant tout ce temps, ils ont dans la cellule, ils n'ont pas trouvé d'encre, mais ils ont trouvé un parchemin avec le mot Emma écrit dessus énormément de fois. Et pendant une vingtaine de minutes, ces abrutis ne se disent pas « Ah tiens, et si l'encre magique, elle était dans l'écriture sur le parchemin ?» Blanche-Neige s'en rend compte au bout de 25 minutes de l'épisode, je me dis « Ouah, il vous a fallu autant de temps pour le comprendre, c'était ultra évident, ma belle, hein ?» mais bon, ils finissent par le comprendre et apparemment l'encre magique peut faire tout et n'importe quoi, puisque grâce à cette encre magique, elles arrivent à sortir de la prison. Là, je croyais que c'était l'encre magique qui avait permis d'enfermer Rumpelstiltskin, mais non, ça les a juste permis de sortir de la prison. Et elles ne s'en servent pas pour combattre Cora. Donc, vous avez mis en place ça comme le truc qui pourra battre Cora, alors que la seule chose à laquelle ça a servi, ça a été de sortir de la prison où vous vous êtes rendu. Pour trouver un moyen de battre Cora que vous n'avez pas utilisé contre elle. Mais... Ouais, ça sent un peu le détour inutile, hein, sans vouloir être vexant. Toute cette histoire pour trouver un moyen de battre Cora, et au final, ce moyen, quand vous l'avez, vous ne l'utilisez pas. Donc ouais, voilà ce qui se passe, en gros, elles partent empêcher Cora de prendre le portail, et elles se battent contre elle normalement, pendant que Cora est un peu stupide et utilise juste des sorts bêta de feu qu'elle lance avec les mains, etc. alors qu'elle a montré à plusieurs reprises qu'elle pouvait facilement les restreindre comme ça. Je veux dire, elle pouvait les plaquer au sol avec sa magie et il pouvait plus rien faire.
Je veux dire, elle peut faire ça en les plaquant au mur, pourquoi elle peut pas le faire ça en les plaquant au sol? Pourquoi, quoi? Je trouve ça bizarroïde. Donc, c'est seulement contre Blanche-Neige qu'elle se bat au final, puisque il récupère assez vite le cœur d'Aurore et Mulan vient lui rendre son cœur à Aurore. Et, euh, et donc, ouais, donc pendant que Blanche-Neige se bat seule contre Korra et arrive à s'en sortir un petit peu, ouais, je trouve ça tellement bizarre sur le principe. Et je vais dire, par exemple, on a eu un combat entre Rumpelstiltskin et le prince charmant dans l'épisode 22. Mais voilà le truc, Rumpelstiltskin se moquait un petit peu du prince charmant, il le surclassait complètement, c'était plus pour s'amuser. Et on voyait quand même l'acharnement du prince charmant qui était très, très bon à voir. C'était un des bons points de l'épisode 22. Là, c'est juste, je sais pas ce que tu fous, Korra, là, tu peux facilement la plaquer, la rendre complètement inoffensive. Blanche-Neige, qu'est-ce que tu branles? C'est pour les besoins du scénario, hein. Donc, pendant ce temps-là, Emma finit par battre Crochet en combat singulier de façon un peu moyenne, je trouve. Bon, donc ils ont un combat sympathique, puis à un moment donné, il lui montre la boussole, ah, je vais gagner, et puis malgré le fait qu'elle est complètement elle est complètement dominée par lui, en montrant la boussole, pour je ne sais quelle raison, ça le déstabilise, elle parvient à le battre. Après, ça aurait pu être un tout petit peu mieux mis en scène, la façon dont elle le bat. Et elle finit par venir au secours de sa mère quand Korra se décide enfin à faire quelque chose d'un peu intelligent. Et juste au moment où Korra s'apprête à prendre le cœur de sa mère, elle se met à sa place, Emma, et c'est son cœur qui est pris. Seulement voilà, étant donné que c'est la sauveuse, elle ne peut pas lui retirer son cœur. Korra. Et c'est au final, elle finit par être repoussée par la magie d'Emma, et grâce à ça, Emma et Blanche-Neige parviennent à revenir dans le monde réel en empêchant Korra de le faire. Ce qui était pas trop mal sur le principe. Je me plains pas mal dans cet épisode parce que oui, c'est pas un des meilleurs épisodes de la série, clairement pas, mais je trouve que sur pas mal de points, c'était pas mal du tout. Et ici, il y a pas mal de trucs discutables. C'est pas des trucs discutables, genre discutables, comme dans l'épisode précédent où ça m'avait gavé. Là, c'est un peu discutable, dans le sens où, ouais, ça va pas être un grand épisode, mais c'est pas trop mal. C'est acceptable. Ma suspension de l'incrédulité arrive à accepter ça. Donc voilà, elles finissent par rentrer via le puits. Je sais pas comment, j'imagine qu'elles ont eu beaucoup de réflexes pour s'accrocher aux parois du puits ou alors elles ont dû grimper depuis le fond du puits à ce moment-là. Bravo, chapeau, c'était un super exercice pour avoir fait ça. Et donc Henri est bien content d'avoir fait ça, il remercie sa mère de l'avoir écouté, de lui avoir fait confiance. Malgré tout, malgré le fait que ça aille mieux entre lui et sa mère, mine de rien, elle reste un petit peu mise sur la touche quand tout le monde vient fêter ça, ce que j'ai trouvé logique. Je veux dire, après tout ce qu'elle a fait, tout le monde n'allait pas dire allez, venez, on vous accueille à bras ouverts, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Et si on part du principe, et vraiment j'ai encore un peu de mal, que maintenant tout ce qui importe pour elle c'est son fils, c'est de faire plaisir à son fils et d'avoir et d'être heureuse avec son fils adoptif. C'était un moment plutôt touchant autour de Regina. Voilà, j'ai encore un peu de mal à l'accepter, cette espèce de concept-là, mais ok, j'ai quand même légèrement réussi à le faire. Cela dit, on ne dit pas au revoir tout de suite à Korra et à Crochet, puisque ce dernier a conservé un haricot magique desséché qu'il avait pris dans le château du géant, et grâce au lac magique qui apparemment peut tout faire. Je trouve ça dingue que pas énormément de monde n'ait essayé d'y faire des trucs avant. Je veux dire, c'était que des mecs qui se sont laissés charmer par une sirène. Vraiment personne n'a réussi à y faire quoi que ce soit dans ce lac avant. Je trouve ça dingue, quoi, parce qu'il peut tout faire, quoi. Ça fait le café, ce truc-là. Hein. Ils arrivent donc à restaurer le haricot magique et à venir dans notre monde, à Storybrooke. La menace est là. Et honnêtement, très bon cliffhanger. Mon personnage préféré dans cet épisode, ça a été Rumpelstiltskin. C'était vraiment le pragmatique qui n'hésitait pas à sacrifier la vie d'Emma et de Blanche-Neige pour éviter les ennuis. Et
Suite à ça, on a un échange à la fin entre lui et Emma, après qu'elle soit rentrée, qui était vraiment pas mal fichu, où, où déjà Emma finit par se rendre compte, il s'avère que j'ai des pouvoirs, c'est dingue, et où elle reconnaît quand même ce que cherche le personnage de Rumpelstiltskin, son état d'esprit. Elle va pas lui tirer la gueule en disant ah, vous avez voulu nous sacrifier, espèce d'enculé ou quoi que ce soit. Elle dit je comprends ce que vous avez voulu faire. Et puis on a fait face à Cora. Je peux comprendre que vous ayez voulu faire ça. Hein, on va clairement pas être potes ou quoi que ce soit, mais je vais pas jouer la victime devant vous. C'était un moment assez fort. Et enfin, très rapidement, on voit dans le monde des contes de fées que Mulan et Aurore, maintenant que celle-ci a récupéré son cœur, vont décider de partir à la recherche d'un moyen de sauver Philippe. Vu que, comme Cora l'avait dit dans un épisode précédent, il y a avoir l'âme aspirée par un Wraith, un spectre, ben c'est pas fatal, il y a certains moyens d'y arriver. Donc, nouvelle aventure pour nos deux héroïnes. J'espère, je suis presque certain qu'on va avoir droit à une suite à ça. Et j'espère que ce sera bien amené. Mine de rien, j'ai trouvé qu'on réutilisait assez bien des éléments qui ont été instaurés avant. Le puits, le haricot magique desséché qu'on avait vu dans l'épisode 6, la reine de cœur qui était mystérieuse et qu'on dévoile, et pas mal de petits trucs comme ça. C'était un épisode qui utilisait pas mal ces éléments qui étaient vus avant, et donc ça donne un petit côté épique et particulier à cet épisode qui m'a bien accroché. À nouveau, il y a un peu trop de trucs discutables en termes de cohérence ci et là, même si ma suspension de l'incrédulité arrive à en pardonner certains pour que ce soit un des meilleurs épisodes ou quoi que ce soit, mais c'était plaisant et plutôt prenant, et bien entendu le cliffhanger qui donne vraiment envie de voir la suite. À bientôt pour l'épisode 10, ciao.